La saison s'achève petit à petit, ça on l'a déjà dit la semaine passée, et ce sera encore le cas la semaine prochaine et la semaine suivante. Après, on prendra quelques jours de congé, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Voici le 84e épisode des Technos. Et pour ce 84e épisode, on a avec nous de ce côté-ci, de ce côté-là, d'abord Marc. Salut Marc. Salut. Petite migraine, donc il parlera un petit peu plus doucement que d'habitude. Hein, le volume est un petit peu diminué, mais merci d'être là en tout cas. Et puis de ce côté-ci, on a Xavier également. Salut. En toute belle forme, on peut le dire, hein, Xavier. On essaye. On essaye, effectivement. 84e épisode, un petit peu allégé, puisque forcément, il y a moins d'actu, donc il y a moins de choses à dire, quoique, hein, vous savez, comme on est bavard. On aborde avant toute chose le courrier des auditeurs. On a reçu pas mal de messages, comme on en fait d'habitude. Merci, super, etc. Des pouces vers le haut. De temps en temps vers le bas, pas grave. Merci en tout cas de votre participation, parce que vous participez aussi quelque part en alimentant les commentaires de quelques questions et quelques remarques. C'est toujours bienvenu, évidemment. Xavier, qu'est-ce que tu as pointé, toi, dans la liste des commentaires ? Moi, j'ai juste vu un petit message qui va faire plaisir à Marc et à Seb. Dans l'épisode 80, on avait mentionné le Fidelity Secure Browser qui permet de faire sa déclaration d'impôt avec la carte d'identité. En Belgique. Et William Demeux a testé ça et il dit c'est vraiment génial. J'ai jamais pu faire cette déclaration avec une facilité aussi déconcertante. Et il dit qu'il a même pu retirer tout ce qui était Java de son PC. Donc il est très content et il remercie nos camarades. On va rentrer dans quelques précisions techniques pour nos amis français, hein, qui eux n'ont pas l'habitude de ce principe de carte d'identité électronique. Chez nous, on peut remplir notre déclaration via Internet avec en tant que signature, la carte et accès, la carte d'identité électronique. Et c'est toujours un petit peu bancal comme utilisation, puisque ça utilise Java, etc. Et nos amis d'informaticien.be et de Fidelity.be, qui sont les mêmes d'ailleurs, Sébastien et Marc, qui ont concocté un browser fait pour et qui permet d'éviter toutes ces installations et qui gagne en stabilité, etc. C'est bien, j'ai bien dit les choses, hein, Marc, c'est bien comme ça que ça se passe. Ouais, tu commences lundi comme vendeur, c'est bon. Merci beaucoup. Je peux te prendre en mot. Tu verras avec le directeur commercial, mais normalement, oui, c'est bon. Il faut absolument qu'ils fassent la même chose pour les comptables. Il y a plein de comptables qui s'en sortent pas avec les déclarations. Mais c'est fait, TVA, c'est fait. Le système permet également aux comptables et aux fiduciaires de remplir des mandats pour leurs clients. Donc oui, c'est quelque chose qui est déjà... Ils ne s'en sortent pas avec les certificats, toutes les sécurités. Ouais, je sais. Mais bon, petit rappel, le truc existe. Là, on vient de le sortir effectivement pour Windows. C'était un manque, mais le truc existe déjà depuis 2-3 ans sur iPad avec un lecteur adapté et sur Android. Il n'est pas impossible que l'année prochaine, on le sorte aussi sur Mac. Ben voilà, ça m'arrangera. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est comme la déclaration, enfin la carte d'identité électronique, nous on s'en sert une fois par an en gros. Hein, y a des gens qui l'utilisent bien plus, mais c'est pour aller remplir notre déclaration et tous les ans ça évolue. Et donc il y a des updates à faire, etc. Et donc c'est chaque fois des choses à réinstaller. C'est bien plus simple comme ça. Tout ça pour dire que nos petits amis Marc et Sébastien que vous voyez dans ce podcast, ils ont une vie professionnelle aussi, vous vous en doutez. Et leur boulot, en gros, et je schématise très très fort, c'est justement bien exploiter cette carte d'identité électronique dans d'autres cas de figure comme carte de fidélité par exemple. Voilà. Donc on mettra le lien évidemment pour nos amis belges qui utilisent la carte d'identité électronique, ça va les aider. Pour nos amis français, comme ça ils ont une information supplémentaire sur comment ça se passe chez nous. La carte d'identité électronique, elle existe un petit peu partout dans le monde. En Europe, tu me disais dans quel pays, Marc ? Alors en Europe, on trouve déjà des cartes d'identité électronique, alors pas avec une couverture à 100%, mais ça commence à approcher. Alors il y a l'Estonie, il y a le Portugal, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a la Turquie qui débarque aussi massivement sur le secteur, et de manière générale, il y a toujours, alors ça a été repoussé, à l'origine c'était 2012, puis c'était 2015, puis ça a été 2017, puis ça a été 2020, maintenant je crois qu'on est à 2022. Il y a différents projets européens, dont le fameux projet Stork, qui est à sa 3e phase, je pense, qui vise à ce que tous les pays de la zone euro soient dotés d'un système d'identification et de signature électronique interopérable, intercompatible. Voilà, c'était censé être arrivé en 2012, maintenant je le répète, on est en 2020 ou 2022.
2022, mais on y arrive doucement, effectivement. Ouais. Et tous les pays européens, en tout cas, sont en train de se doter, même si parfois ce n'est pas forcément une carte d'identité stricto sensu, comme par exemple au Luxembourg, où ils ont une carte électronique, mais c'est pas vraiment une carte d'identité. C'est un truc qui en tient un petit peu... qui en fait un petit peu effet sans vraiment l'être. Ça s'appelle une carte de crédit. C'est la drive de la carte d'identité. Ok, ben voilà, là on l'aura dit, on en aura parlé, c'est gratuit, je tiens à le préciser aussi, donc pas de publicité de notre part, mais c'était l'occasion de remettre un petit peu en avant également les compétences des uns et des autres dans ce podcast, vous le savez tous, on amène tous un petit peu de nos compétences dans ce qu'on vous raconte, et de notre expertise également, donc voilà, c'est dit. Il y avait autre chose ou le reste c'est des remerciements assez classiques ou des petites remarques auxquelles on a répondu dans les commentaires. On est blasé, on en finit pas. Il ne nécessite pas spécialement d'être traité ici. Non, ça fait toujours plaisir, évidemment. Merci à vous. Et on va essayer de ne pas vous décevoir cet été parce on sera peut-être pas un petit peu... Enfin, on sera là, mais sans être là. Et on vous prépare quand même toute une série de hors-série consacrée, par exemple, aux véhicules électriques. Il y aura beaucoup d'électricité dans l'air, d'ailleurs, dans les semaines à venir en ce qui concerne nos hors-séries. Donc, on aura certainement l'occasion de vous en reparler dans pas longtemps, dans quelques jours, en fait. Voilà. Ça, c'est dit aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'abécédaire à ce moment-là, directement. Il y a la lettre A comme Apple, Xavier. Oui, je vais parler d'Apple pour une fois. Oui, ça c'est rare. En fait, c'est une maman australienne du nom de Stacey Gleason qui a lancé un petit message pour remercier Apple parce qu'elle considère que son iPhone et surtout la fonctionnalité Siri a sauvé sa petite fille de 1 an. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est rendue compte que sa petite fille ne respirait plus. Dans la précipitation, elle a été en courant dans la chambre de sa fille, elle a perdu son téléphone à l'autre bout de la pièce et elle a commencé un massage cardiaque et tout en faisant le massage cardiaque, elle a crié à son téléphone d'appeler les services d'urgence en haut-parleur et elle considère que si elle n'avait pas pu faire ça, sa fille ne serait plus là aujourd'hui. Donc sa fille sauvée par Siri en quelque sorte. Sa fille a été sauvée par Siri et c'est pas la première fois que quelque chose du genre arrive puisque il y a un adolescent qui l'année passée avait déjà découvert une anomalie cardiaque grâce au cardiofréquencemètre qu'il y avait sur son Apple Watch. Donc la technologie, c'est un gadget, mais parfois ça... ça peut rendre des services, mais le coup de la petite fille, là, ça c'est assez bluffant, quoi. Voilà. Chouette. On reste à la lettre A comme Apple, chez Marc cette fois, pour parler d'Apple qui s'effondre sur le marché de l'éducation, et ça c'est une première, me semble-t-il. Oui, c'est un effondrement en beauté parce qu'on parle quand même d'une part de marché qui est passée en 3 ans de 40% à 17%. C'est ce qu'on appelle du vautrage de qualité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça se passe aux États-Unis principalement, mais quand même le marché principal, le marché de préférence d'Apple pour tout ce qui est éducatif. Mais voilà, Apple et en particulier iOS n'intéresse plus trop les écoles, tout simplement parce que les appareils en eux-mêmes, les iPads qui sont donnés par centaines de milliers par Apple dans tous les collèges, sont considérés comme trop légers. Ne sont pas censés pouvoir fournir aux étudiants et aux élèves l'expérience attendue d'un ordinateur classique. Et que pour avoir cette expérience, il faut passer à un truc supérieur, à un MacBook, mais que là, évidemment, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Et puis surtout, la politique d'Apple en matière de gratuities, donc de dons de matériel gratuit et sponsorisé, au niveau MacBook, ils sont pas aussi généreux. Donc, il y a un grand gagnant là-dedans, c'est Google. Oui. Parce qu'effectivement... Il y a des projets, des plans. Non, ce qu'il y a surtout, c'est que ce sont les Chromebooks qui ont largement gagné la bataille au détriment d'Apple, vu qu'aujourd'hui, ils comptent pour plus de 50% du matériel didactique utilisé dans les écoles américaines, alors que, aujourd'hui, Apple se traîne lamentablement à 17%. L'avantage d'un Chromebook, on le rappelle, c'est une toute petite machine qui n'est pas puissante du tout. Généralement, c'est des bécanes qui sont construites autour d'un Atom ou d'un Celeron Core, ou voire d'un processeur Core M3, etc., avec peu de mémoire, 2 gigas, peu de stockage, 32, 64 gigas dans le meilleur des cas, mais tout ça fait tourner un OS qui est Chrome OS, qui est ultra léger, qui est ultra optimisé, qui est vraiment orienté online, et qui depuis peu peut également, sur pas mal d'appareils, accueillir toute la Logitech du Google Play Store, c'est-à-dire quand même toute la Logitech Android, c'est plusieurs centaines de milliers d'applications.
Et un Chromebook, c'est environ $250. En plus, ouais, donc il y a la question du prix, il y a l'expérience d'un OS classique, enfin pas classique, mais en tout cas, le genre de truc qu'on standard. va... Voilà, standard, c'est ça. Avec un vrai clavier physique, avec un écran, etc. Enfin voilà, c'est un ordinateur, quoi. Et, un vrai. C'est ce qu'on appelle... Qui fait tac-tac. Un vrai qui fait tica-tica. Et donc ça plaît encore, ce genre de choses. Xavier. C'est pas si anodin que ça, parce que tous ces enfants qui se familiarisent avec cet environnement, ils vont grandir et ils vont probablement rester sur un environnement qu'ils connaissent. C'est ce qui s'était passé avec les Mac. Quand il y a eu les iPods, il y a plein d'étudiants qui ont pris des Mac. Et, enfin, les étudiants qui prennent des Mac, c'est aussi parce que le Mac tient bien, enfin la batterie du Mac tient particulièrement bien et ça te permet de passer... Oui, mais je veux dire, on a vu une évolution. Ces jeunes qui ont testé des Mac pendant leurs études, ils ont conservé ça dans le milieu des entreprises et là, ils sont gagnants. Hein. Toucher les enfants, c'est en faire des clients sur le long terme. Ça, Apple l'avait déjà bien compris, avec des programmes d'éducation, éducatifs, etc. Et bon, là, ils perdent un petit peu du terrain, comme tu l'expliquais, Marc. On passe à la lettre B, si vous le voulez bien. B comme business. On va te repasser la parole, d'ailleurs, pour parler de version. C'est vrai que cette version, on n'en parle pas souvent de nos contrées, hein, il faut le reconnaître, qui proposerait 3 milliards pour racheter Yahoo. C'est ça un peu l'idée. Pour acheter des bouts de Yahoo. Parce que Yahoo va mal, c'est un secret pour personne, enfin même très mal. Marissa Mayer, la transfuge de Google, a franchement échoué, il faut le dire, à sa mission de redorer le blason de l'ex numéro 1 de la recherche web qui aujourd'hui vivote aussi lamentablement, que je viens d'évoquer les résultats d'Apple dans le marché de l'éducation. Et donc, voilà, il y a des boîtes qui commencent à aligner les propositions les unes après les autres. Et le dernier en date, c'est Verizon, qui est l'un des tout gros opérateurs télécoms américains, qui a fait une offre, enfin, a annoncé être prêt à faire une offre de 3 milliards de dollars pour racheter tous les actifs Internet du portail Yahoo, c'est-à-dire le portail et tout ce qui va avec, tout ce qui va autour, Yahoo Météo, enfin voilà, exactement. Toutes les applications qui constituent l'écosystème du portail Yahoo. À savoir que les 35% que Yahoo possède dans Yahoo Japan ne sont pas compris dedans. Ça ferait l'objet d'une autre affaire. Alors aujourd'hui, donc outre Verizon, il y a également Warren Buffett, milliardaire bien connu, qui a fait une lettre d'intention disant qu'il était prêt à apporter son concours au gérant du fonds qui est pressenti pour faire la jonction entre Verizon et Yahoo. Ça commence à sentir le sapin grave quand même. Oui. Surtout que, et là je saute sur ma deuxième news, entre-temps, Yahoo commence à brader d'autres morceaux, comme par exemple toute la technologie de recherche. Yahoo, faut pas oublier, était là avant Google, était là à l'époque où les plus dinosaures d'entre nous se rappellent d'un truc qui s'appelait Alta Vista. Exactement. Voilà. Et donc, Yahoo a un portefeuille de brevets qui est quand même vachement balèze, à peu près 3000 brevets, dont la majorité touche des technologies de recherche, notamment le fait de faire une recherche, de revenir de la recherche sur l'index de recherche, etc., de passer de lien en lien. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais plus de 60% du portefeuille de brevets de Yahoo peut être d'application dans des systèmes de portail qui pourraient concurrencer Google. Et effectivement, Yahoo a mandaté une société qui s'appelle Blackstone IP, qui est un cabinet d'avocats spécialisé dans la gestion des propriétés intellectuelles, pour organiser un tour de table et voir s'il y a des repreneurs intéressés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, on a également des gens qui, justement, on parlait de Warren Buffett tantôt et d'un fonds d'investissement qui avait déjà bouffé AOL l'année passée. Mmh. Et donc, voilà, ce fonds pourrait être intéressé par ce portefeuille de brevets pour combiner ça avec les cendres de ce qui reste encore d'AOL et essayer de faire sortir quelque chose d'autre. C'est assez... c'est triste. C'est le seul mot que j'ai en tête, parce que Yahoo, on a tous connu ça, c'était vraiment le truc,
moi je me rappelle toujours la pub de conjointe de Intel et de Yahoo, où Yahoo, Intel accélère l'internet avec le Pentium. Ça reste un des plus grands moments what the fuck de ma vie d'informaticien. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le nom de Yahoo sans une certaine nostalgie et sans la petite larme à l'œil, parce que voir un truc pareil disparaître, voilà, c'est un chapitre qui se clôt. Comme tu disais, ça sent le sapin, je dirais même que ça sent les planches et les clous qui vont avec. Ouais, ça commence effectivement à sentir la bière. Je suis convaincu qu'il y a déjà beaucoup de jeunes qui ne savent pas spécialement ce qu'est Yahoo. Qui n'utilisent pas Yahoo du tout. Beaucoup de jeunes qui n'utilisent pas Internet. Yahoo.fr. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est Internet, qui utilisent Facebook. ou Instagram. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire. Ou Google, parce qu'on peut rester dans l'écosystème de Google comme ça très longtemps également. Enfin voilà, c'est là peut-être, on va dire, on va pas non plus aller trop vite. C'est peut-être la fin d'une histoire, ou alors peut-être il pourrait y avoir une renaissance à un moment donné sur un segment de ce qui les a occupés jusqu'à présent, mais avec peut-être moins d'envergure. Mais bon, ça garde tout notre intérêt, évidemment. Restera la question qui fâche. Quel est le montant du parachute de Marissa Mayer? Ça, écoute, ça c'est toute une question. Et que fera-t-elle ensuite, Marissa? Si elle a encore du temps pour faire quelque chose. La lettre F comme Facebook, tiens, justement, on en parlait, avec vraiment le what the fuck de la semaine, on pourrait presque dire, parce que c'est Mark Zuckerberg qui se fait pirater, parce que c'est un comble. Ouais. C'est un comble et c'est complètement couillon en même temps. Ouais. Et en fait, vous savez qu'on en a parlé il y a un mois, puisque les mots de passe ont refait surface dans une base de données qui a été mise en vente. En juin 2012, il y a plus de 6,5 millions de mots de passe qui ont été dérobés à LinkedIn. Et Mark Zuckerberg s'est fait pirater tout simplement parce qu'il n'avait pas changé le mot de passe qu'il utilisait, et il a failli à suivre une des règles de base qui est de ne pas utiliser le même mot de passe sur les différents comptes. Et résultat des courses, il s'est fait pirater son compte Twitter, Instagram et Pinterest par l'équipe Ormine Team, qui l'a gentiment prévenu et qui lui a dit de lui envoyer un message direct, un message privé pour rentrer en contact et récupérer son compte. Au début, il a répondu simplement en disant que c'était faux et qu'ils aillent se faire voir. Mais le porte-parole de Facebook a quand même assuré que les comptes touchés ont à nouveau été sécurisés, et ils étaient très contents d'annoncer que le compte Facebook n'avait pas été piraté. Donc c'est un petit peu réaction d'orgueil, quoi. Et en plus de ça, le mot de passe qu'il a utilisé était vraiment très très basique, puisque c'était dadada. Dadada. À mon avis, c'était le premier message de sa fille. Voilà. C'était le premier mot de sa fille. Il s'est dit, je vais en faire un mot de passe. Donc, très original. Ouais. Donc, on vous rappelle de mettre un mot de passe différent sur tous vos comptes pour pas devoir les retenir. On a déjà parlé de LastPass ou du programme qui passe. Et si vous avez la possibilité, mettez de la double authentification qui va, même si on connaît votre mot de passe, qui empêche quelqu'un de se connecter, parce qu'il lui faut un deuxième élément, un deuxième facteur qui va être soit un code sur votre téléphone, soit une donnée... une authentification, une double authentification. Important de rappeler également, parce que c'est revenu dans la presse cette semaine, on en avait peut-être pas parlé, mais il me semble que c'était avec Sébastien, il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant aussi, que changer régulièrement de mot de passe, c'était pas idéal non plus, dans le sens où, en entreprise par exemple, certaines entreprises vous forcent à changer de mot de passe toutes les 6 semaines, ou tous les 3 mois, etc. Parce qu'à un moment donné, les gens, quand ils sont obligés de changer leur mot de passe ou changent régulièrement, ils simplifient de plus en plus leur mot de passe, parce qu'il faut le retenir, le mot de passe. Alors qu'il vaut peut-être mieux mémoriser, même si ça prend du temps, un long mot de passe très compliqué, que de changer un petit mot de passe moins compliqué, mais de le changer régulièrement. Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus. En tout cas, moi j'avais noté ça dans un coin de ma tête, parce que c'est vrai que quelque part, quand on nous force à changer de mot de passe, on finit par rentrer dans une certaine routine qui elle, peut être aussi néfaste, effectivement. Mais le coup des trousseaux, comme on les appelle, etc., ça reste encore une des solutions les plus malignes, mais c'est aussi la même chose, c'est que là, derrière ce trousseau, il y a un mot de passe, et celui-là, il va falloir le mémoriser. Il ne faut pas mettre dadada. Et il ne faut pas mettre dadada. Même pas dadadadada. Ça non plus. Donc voilà, ça c'était la mauvaise blague de la semaine. On parle encore de failles de sécurité, Xavier, justement, et toujours... Et cette fois-ci chez Facebook. Chez Facebook même, puisque des chercheurs de sécurité ont découvert une faille qu'ils jugent, eux, grave, ce qui n'est pas le cas de Facebook, qui trouvait que c'était une faille mineure. Et en fait, ils ont réussi à exploiter une faille dans Messenger qui leur permettait tout simplement de remplacer, sans que la personne
visionne sans rendre compte le texte, des liens ou du contenu qui était publié dans le Messenger. Donc c'est quand même assez grave parce que ça permet à des gens de modifier le texte, de changer, par exemple, si vous dites ok, je te transmettais le document et est-ce que tu peux me marquer ton accord, mais même si c'est pas le meilleur moyen d'échanger des accords, mais on pouvait changer réellement le contenu de l'accord. Donc, ils se sont servis également de ça pour changer des liens et renvoyer vers des sites avec des failles de sécurité autres ou des virus ou ce genre de choses. Donc, c'était quand même relativement important. Facebook a corrigé la faille entre-temps qu'il jugeait mineure, mais donc c'est corrigé. Bon, une histoire qui finit bien. Marc avait quelque chose à rajouter. Oui, qui finit bien. Bon, on va y revenir, parce que ce ne sont pas les seuls. J'en ai quelques-unes. Mais je voudrais juste faire une petite mention. Vous avez certainement tendance, comme moi, j'avais tendance à vous dire, ouais, mais bon, les gens se sont fait piquer leur password, ils ont été hackés. C'est les autres, c'est pas moi. Vous savez, il y a des sites qui permettent de vérifier ça très facilement. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Leaked Source. On mettra le lien, qui vous permet de rechercher suivant votre pseudo, votre email, votre adresse IP, etc., si vous avez une IP fixe. Et il y a là-dedans à peu près 1,8 milliard d'enregistrements, donc 1,8 milliard de records qui viennent de plein de leaks différents, LinkedIn, MySpace, Badoo, VK, Twitter, etc. Et ça permet de voir si vous avez été leaké un jour. D'accord. Si votre compte a été leaké un jour, et c'est comme ça, moi qui me disais c'est pour les autres, c'est pas moi, je me suis rendu compte que quasi tous mes logins avaient été leakés à un moment ou à un autre, par LinkedIn, par Adobe, par des trucs dont je me rappelais même pas que j'avais été un jour m'inscrire dessus, style des forums de modding pour PC, des trucs comme ça. Voilà, comme quoi ça peut arriver, et ce genre de trucs, ce genre de petites ressources est toujours pratique pour faire un check de temps en temps, en-delà des moyens de sécurité que vous pourriez mettre en place, les passwords, l'authentification double, le trousseau, le gestionnaire de mots de passe, tout ça. C'est toujours bien de garder ça quelque part dans vos favoris et d'aller faire un tour dessus de temps en temps, voir si il n'y a pas quelque chose qui a fuité, de pouvoir réagir assez rapidement. Voilà. Et d'ailleurs, Xavier vient de faire le test. Et je vois que j'ai mon compte sur un forum de Avast et de Adobe qui a été piraté. Heureusement, j'utilise des mots de passe différents, mais donc je vais m'empresser d'aller changer ces mots de passe. Moi, je vais m'empresser franchement pratique. D'aller sur le site lestechno.be pour cliquer sur le lien qu'on va mettre vers ce site. Xavier, tu me le colles quelque part que je le retrouve facilement, s'il te plaît. Oui, on va transmettre ça à nos éditeurs aussi. Parce que c'est vachement utile. Ça fait un petit peu froid dans le dos, soyons clairs. Je pense que quand tu tapes ton login la première fois, ton username, t'as un petit frisson quand même qui te parcourt les chines. Mais voilà, en même temps, ça permet de voir où on en est, finalement, à faire un audit de ce qui... Même au VH, je vois, les forums de VH. Ah ben voilà. Ouais, non, c'est assez impressionnant, les trucs sur lesquels tu te dis, il n'est pas possible qu'ils soient allés pirater ça. Mais si, ils l'ont fait. Ça s'appelle comment ? Leaked Source, LEAKED source.com. Parfait, ok. Voilà, une bonne chose intéressante en plus à la faveur de ces informations concernant la sécurité. Là, c'était chez Facebook, mais ça aurait pu être partout ailleurs. On passe à la lettre S, Marc, si tu veux bien. S, justement, comme sécurité, qui avec encore des vols. Oui, justement, franchement, ça se poursuit. Et il y en a un que je viens d'apprendre qui n'est pas dans le programme qu'on discute cette semaine-ci, enfin, qui n'est pas dans notre agenda, on peut le rajouter éventuellement, qui est tombé aujourd'hui. Ouais. C'est 326 millions de comptes Twitter auraient été leakés. Il y a là-dedans énormément de doublons, énormément de rebiches, mais une fois que le truc a été filtré, il y en a quand même 32 millions qui ont été hackés, qui ont été leakés. Alors, cela est à mettre en relation avec un autre leak qui a eu lieu début de la semaine dernière. Est-ce que vous connaissez VK ? VK, ça ne me dit rien. Même le logo, je l'ai sous les yeux. Ouais. VK, il faut savoir que c'est quand même le 25e site le plus visité au monde. C'est quand même pas rien. Ah ouais. Ça compte à peu près... Pas du tout. Ça compte à peu près... Non, j'ai dit que je ne le connaissais pas. millions d'utilisateurs actifs. 276 millions d'utilisateurs, dont 100 millions actifs dans le monde. Il atteint 57 millions de visiteurs uniques et c'est un Facebook russe, en gros. Ah oui, d'accord. C'est un truc qui, VK est l'acronyme pour V-Contact.
je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un site donc russe qui est basé à Saint-Pétersbourg, qui existe depuis quelques années maintenant, et qui donc a commencé, de par sa taille, à intéresser certaines personnes, et notamment des pirates qui, après avoir fait leurs armes sur les serveurs de LinkedIn, de Tumblr, de MySpace, etc., viennent de se taper la base de données des mots de passe de VK, et donc c'est au total 117 millions d'identifiants, dont, une fois que le nettoyage a été fait, à peu près, enfin non exactement, ils ont donné le chiffre, 100 544 934 personnes pour lesquelles on a adresse mail, numéro de téléphone, nom, ville, résidence, mot de passe, etc. Ouais. Et tout ça est disponible pour un bitcoin. D'accord. C'est-à-dire à peu près 500 €. C'est pas cher donné. C'est pas cher, non. Alors, bon, évidemment, VK a réagi rapidement en disant que faut pas paniquer, évidemment, rien n'est grave, le KGB est dessus, que voilà, donc les données auraient été collectées entre 2011 et 2012, que tous les mots de passe ont été réinitialisés depuis. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'avais pas du tout d'idée de VK non plus avant. Et puis l'autre jour, je discutais avec un bon pote à moi, Cédric, si tu nous écoutes, où on se disait, voilà, qu'est-ce qui va nous rester ? Google, non. Facebook, non. Franchement, il y a tout qui part en couille. Donc, on va commencer à trouver des trucs. Alors, moi, je disais, on va se mettre un forum, parce qu'un forum privé sur un serveur privé, c'est plus sympa. Lui dit non. Je me suis créé un profil VK au cas où. Il m'a fallu 2 jours pour que j'aille gratter un petit peu, voir ce que c'était VK, en me disant ça vaut peut-être la peine que je m'inscrive dessus aussi. Et en faisant une recherche sur VK sur Google, le premier truc sur lequel je tombe, c'est ça. Voilà. D'accord. Ça inspire modérément confiance. Oui, c'est ça. Ouais. Je n'irai pas sur VK. Ouais. Voilà. Il est en quelle langue ? C'est uniquement russophone ou ? Non, c'est russe. C'est en anglais aussi, je pense. Je vais te dire honnêtement, je ne suis pas allé dessus. D'accord, ok. Mais on peut faire nos devoirs, on peut essayer de voir, on peut essayer de créer un compte bidon dessus, voir un peu comment ça passe. Et voilà, il y a quand même 100 millions de personnes dessus, c'est que c'est pas le dernier des sites. Il y en a un chinois aussi, mais c'est encore plus compliqué. Voilà. Linguistiquement, ça va poser problème à un moment donné. On reste à la lettre S comme sécurité, avec les utilisateurs de TeamViewer qui se sont fait hacker. Il faut rappeler peut-être à ceux qui ne le savent pas à quoi sert et ce qu'est TeamViewer, Marc. TeamViewer est un programme, une application qui permet de faire de la prise de contrôle à distance. C'est-à-dire, ça se passe de la manière suivante. La personne dont la machine doit être prise, dont le contrôle doit être pris à distance, généralement c'est à des fins de maintenance, de télécommunication, ou de téléprésentation. Formation aussi. Voilà, aussi. Donc télécharge un petit programme, ne doit même pas l'installer, ça se télécharge directement ou se rend sur une adresse internet où toute la magie vaudou du web se fait. De l'autre côté, quelqu'un qui dispose du programme de contrôle rentre un code correspondant à l'identifiant de la machine dont le contrôle va être pris. Et il y a une connexion sécurisée qui s'établit entre les deux et la personne qui a pris le contrôle se retrouve devant le bureau de la machine. C'est multiplateforme. Une machine Windows peut prendre le contrôle d'une machine Mac, Linux, etc. C'est un truc qui fonctionne très bien. Qui est déjà la 10e ou la 11e version. Nous, évidemment, chez Fidelity, on l'utilise pour faire de la maintenance chez nos clients. C'est même mis en bundle, la version, parce qu'il y a un petit exécutable qu'on peut mettre en bundle brandé à notre logo qu'on installe avec notre logiciel chez le client. C'est pas le seul, j'en ai trouvé un autre qui le fait aussi bien, même s'il est moins... Non, pas Logmein, ça c'est un... Non, merci, va dire rétro. Non, un petit bidule qui s'appelle AnyDesk, qui tourne que sur PC ou sur Mac, mais qui fait très bien ce qu'on lui demande, et c'est-à-dire vraiment de la prise de contrôle rapide, efficace, sans bouffer de la bande passante. Et sans devoir ouvrir des ports spécifiques exactement dans l'environnement réseau. A été leaké, comme c'est bizarre, a été hacké, comme d'habitude. Donc, il y a je sais pas combien de millions de comptes qui se sont trouvés dans la nature, 30 ou 40, je me rappelle plus exactement des chiffres. Mais le problème, c'est que, et alors, c'est là que les choses sont un peu floues, parce que d'un côté, la société dit non, les experts disent oui, mais apparemment, dans ce qui a été leaké, il n'y avait pas que des infos bénignes. D'accord. Il y avait des infos qui permettaient aux pirates de prendre contrôle des machines des personnes dont les coordonnées étaient leakées à distance. D'accord. Et donc, autrement dit, il y a des gens qui prétendent avoir vu leur machine hackée à distance avec ces données-là,
et que les pirates ont pu en toute impunité se balader sur leur machine en leur absence et aller commencer à piocher dans leur mail, dans leur PayPal, dans leur historique bancaire, etc. Et de là accéder à tout le réseau si ça Et de là accéder à tout le réseau. Alors bon, grosse faille. Fait un peu grosse faille, évidemment. TeamViewer dit qu'ils n'y sont absolument pour rien. Évidemment, bon, ça reste encore à prouver que leur responsabilité peut être engagée ici. Elle l'est certainement un petit peu, mais jusqu'à quel stade ? On n'en sait rien, il faudra probablement qu'il y ait une mini-enquête au moins pour déterminer ça. Par contre, encore une fois, on ne saurait trop insister, ce n'est pas parce que votre machine est chez vous qu'elle est forcément sûre. Ouais. Ne laissez pas des sites ouverts chez vous ou ne laissez pas simplement des sites se connecter automatiquement avec les identifiants en mot de passe et nom d'utilisateur sauvegardés dans le browser. Ouais. Ne faites pas en sorte que, par exemple, vous vous connectez sur Facebook se lance tout seul sans que vous deviez entrer login password. Ça, évidemment, s'il suffit simplement que quelqu'un se connecte sur votre machine physiquement, rentre chez vous pendant que vous n'êtes pas là, il a accès à tout. Ouais. Même chose, ne bypassez pas les sécurités si tant que ce soit possible sur les sites bancaires. Ne laissez pas PayPal connecté en permanence. Des trucs comme ça tombe sous le sens, mais on le répète, même si ça tombe sous le sens, ne le faites pas. Oui. Ce genre de hack ici qui s'est dérivé avec TeamViewer, qu'il soit vrai, qu'il soit exagéré, qu'il soit faux, on n'en sait rien, mais ça illustre totalement le genre de truc qui peut vous arriver si vous ne faites pas attention. Même sur une machine Windows verrouillée, hein, c'est-à-dire absolument, que oui. ça passe également. Absolument, déverrouiller une machine Windows avec une clé USB, c'est facile. Oui, c'est ça. Donc, et contrairement à ce que j'entends toujours, souvent, c'est plus de la parano. Hein. Il faut vraiment... Ah non, c'est juste du bon sens. C'est vraiment un risque qu'on a au quotidien, c'est de se faire pirater. J'ai l'impression comme ça de vous donner les conseils de départ en vacances, n'oubliez pas de fermer vos volets, etc. Demandez à vos voisins de vider la boîte aux lettres. C'est un peu le même genre de conseils qu'on vous donne là. C'est vrai qu'il faut y penser également. Et là où le monde de l'Internet et le réel se rencontrent, c'est quand vous donnez votre destination de vacances sur Facebook et que tout le monde le sait et que donc le voleur potentiel peut-être aussi sait que vous n'êtes pas à la maison. Par exemple, c'est arrivé à quelqu'un que je connais, donc autant le signaler également. Ça peut arriver aussi, donc on n'est pas super bien entouré de manière générale. On termine avec la sécurité, la lettre S, Xavier, pour parler d'un habitant de Charleroi. C'est marqué Carolo, mais si on dit ça aux Français, ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit. On dit Carolo pour carolorégien. C'est un habitant de la ville de Charleroi en Belgique. Et donc, ce Carolo vole de l'argent virtuel. Voilà, il s'est fait remarquer, il va certainement trouver un bon boulot, son avenir est sans doute tout tracé. C'est le FBI qui a mené une enquête et qui a remarqué qu'un étudiant en informatique a réussi à pirater un jeu qui s'appelle Dofus et dans lequel, comme dans beaucoup de jeux, on a une monnaie qui est virtuelle mais qui s'acquiert par de l'argent réel. Donc les gens vont échanger de l'argent réel contre de la monnaie virtuelle pour s'acheter des améliorations dans le jeu, accélérer la progression dans le jeu, etc. Et ce petit malin a réussi à pirater le jeu pour pouvoir voler de l'argent virtuel qui s'appelle des kamas dans le jeu. Et il s'est fait choper. Et donc heureusement, il n'a pas utilisé les données qu'il a trouvées et en fait qui lui permettaient même de prendre le contrôle de la machine des personnes piratées à d'autres fins que simplement détourner cet argent virtuel. Donc c'est quand même du vol. Oui. Même si c'est de l'argent virtuel, il y avait de l'argent réel derrière. Et donc, l'avocat qui le défend a plaidé la suspension de prononcé, puisqu'il dit justement qu'il n'a pas utilisé son talent à des fins nuisibles, autres que simplement pour profiter des avantages qu'il avait en dérobant cet argent virtuel dans le jeu. Et le jugement aura lieu le 5 septembre pour savoir s'il va être sanctionné, mais il y aura certainement une société de sécurité qui va l'engager derrière. Sans doute. En même temps, ça dénote quand même... c'est du vol, ça reste du vol. Ça reste du vol, tout à fait. Donc, voilà. Du moment qu'il n'en tire pas profit pour s'acheter une BMW et aller frimer devant les autres à Charleroi, de toute façon, il se fera choper par un juge à ce moment-là. Voilà. Peut-être, oui. Enfin, voilà, c'était le petit mot de... Private joke pour nos amis français, c'est pas grave. Charleroi est une ville particulière, on va dire ça comme ça. C'est ça. Il n'y a pas d'équivalent français, je pense. Non, je pense pas. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. C'est le Molenbeek wallon.
Non, là, t'es méchant pour Molenbeek. Non, stop, je me dissocie complètement de ça. Va troller. Ouais, non, il y a des gens très bien. Précise que ce sont des Bruxellois qui parlent. Ouais, non, il y a des gens très bien à Charleroi, j'en connais. Il y en a à Molenbeek aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. On a terminé, je pense, avec la sécurité. On passe à la lettre T, comme troll, non, pas comme troll, comme Twitter. Marc, pour parler d'Elon Musk qui fait des tweets à 1,2 milliard de dollars. Qu'est-ce que c'est avec cette histoire ? Eh ben, en fait, c'est tout con. C'est la somme, en fait, c'est le delta entre la perte provoquée et le gain provoqué par un seul tweet d'Elon Musk. D'accord. Je m'explique. Donc, en fait, au début de la semaine dernière, il y a toute une série de rumeurs qui ont commencé à bouger sur les marchés boursiers asiatiques. Comme quoi Tesla, pour la construction de la Model 3 et particulièrement pour les batteries, allait commencer à travailler avec d'autres fournisseurs que son fournisseur historique qui est Panasonic. Et donc du coup, pas mal de traders ont commencé à boursicoter et à faire de l'acquisition massive de titres des sociétés les plus susceptibles de venir en aide à Tesla pour la production de ses batteries. La principale étant Samsung SDI, qui est un conglomérat, qui est une filiale du conglomérat Samsung Group. Et donc voilà, c'est monté en épingle, il y a des volumes d'actions assez importants qui ont transité par les traders jusqu'au moment où hier soir, Elon Musk a démenti l'information, mais en disant non, Tesla va travailler exclusivement avec Panasonic pour les cellules de la Model 3. Et il a rajouté dans un autre tweet après, et d'ailleurs, Model X et Model S, même chose, on ne change rien. Alors, le 1,2 milliard, c'est quoi ? Eh ben, d'un côté, ce sont les 580 millions de dollars qu'a perdu le titre Samsung SDI en déant la nuit, et les 800 millions de dollars qu'a gagné le titre de Panasonic suite à la chose. Il a trouvé un bon moyen de s'acheter des actions Panasonic pas cher. Quoi. Exactement. Donc en fait, j'ai dit 1,2 milliard, c'est quasi 1,3 milliard. Le monsieur avec un tweet, 140 caractères si tu additionnes ces deux tweets, sûr, 1,3 milliard. Respect, monsieur, quand même. C'est très symptomatique du monde dans lequel on vit aujourd'hui, où des choses comme ça se jouent. Alors d'abord sur simplement des paroles lancées comme ça sur Internet qui influencent les marchés. Ça, c'est un premier point. Mais en plus, avec des vitesses d'achat et de vente d'actions qui se compte en millisecondes aujourd'hui et qui à l'aide de certaines machines va permettre comme ça d'influencer les marchés. Ça va être bien difficile à mon avis pour la police des banques et de l'économie d'aller débusquer le conflit d'intérêts dans toutes ces affaires-là. Les traders et toutes les agences de trading avec la technologie à laquelle ils ont accès aujourd'hui sont, je crois qu'on peut le dire, à des années-lumière de ce que la police, comme tu dis, a aujourd'hui comme moyen. Même si c'est... Bon, ils évoluent très vite aussi et ils sont obligés, mais voilà, quand tu sais que... je reviens sur cette info qui date d'il y a quelques mois, un câble a été tiré, enfin il y a un projet, je ne sais pas s'il est déjà fait, pour tirer un câble transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, ou pour tirer un câble d'une côte à l'autre des États-Unis pour gagner une fraction de microseconde sur le transfert d'informations sur les ordres bancaires. Ça donne une idée du truc où on est. Maintenant, pour terminer avec Tesla, je termine en disant que Musk a rajouté dans un troisième tweet à la fin que, oui, effectivement, pour ce qui concerne Tesla, les voitures, c'est Panasonic et personne d'autre, mais qu'il n'était pas exclu que son groupe s'approvisionne chez Samsung SDI pour tout ce qui est batterie domestique. Donc ça, il a revendu ses actions et il fait encore un deuxième coup. Oui, parce qu'à ce moment-là, par rapport à son plongeon, l'action de SDI a pris 2% en plus. Oui, d'accord. Donc, voilà. Ce serait bien qu'ils disent un petit mot des technos de temps en temps. Ça nous ferait des vues en plus. Comme quoi, pirater un compte Twitter, ça peut rapporter. ça peut rapporter très gros. C'est ça qui est incroyable aussi. Bref, tout ça n'est pas rassurant en fait, jusqu'à présent. On passe à la lettre U comme Uber. Oui. Uber qui lance, Xavier, l'Uber Pedal.
Voilà, ce n'est pas un futur site de rencontre. C'est simplement Uber qui va lancer un nouveau service à Amsterdam, donc aux Pays-Bas, et qui va proposer aux cyclistes qui soit ont un trajet trop élevé, qui ont crevé un pneu, qui sont fatigués ou parce qu'il pleut, de faire appel à Uber avec un service qui va prendre en charge leur vélo. Donc, ce sont des chauffeurs qui sont équipés pour pouvoir transporter un vélo. Et le service va être tout à fait identique au service précédent, avec un petit supplément de 4 € si je ne me trompe pas. Je vérifie vite. Oui, c'est bien ça. De 4 € pour prendre en charge leur vélo également. C'est du transport de choses, en fait. Ça devient du transport de choses. Ouais. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Il commence à parler de services de livraison, etc. Ouais. Donc c'est assez malin, je trouve. Surtout comme on sait qu'aux Pays-Bas, il y a vraiment je crois qu'il y a plus de vélos que d'habitants. Oui, beaucoup de gens qui ont une voiture ont un porte-bagages pour vélo, donc ça se justifie complètement. Quoi. Ouais. Pas mal. Enfin, c'est une idée de plus à mettre au crédit de Uber. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans d'autres pays pour d'autres raisons. Je ne sais pas, Marc, tu voyais. Ouais, de toute façon, il leur faudra bien ça, parce qu'aujourd'hui est tombée l'annonce il y a 2-3 heures de Uber qui a été condamné à Paris pour son service Uber Pop. Monsieur, Marc, monsieur, bonne nouvelle. Désolé, mais attends, c'est le truc qui arrive. Et bon, c'est quand même 800 000 euros d'amende, mais ils ont quand même retenu des charges contre les 2 directeurs qui sont inculpés et redevables personnellement de 30 000 et 20 000 euros. Ouais. Il a envie d'acheter des actions Uber, donc il fait plonger l'action d'abord. Absolument pas, je ne joue pas à ce jeu-là. Non, de toute façon, c'est pas autorisé. Parce que j'ai des actions Uber. On passe à la lettre W. Allez, rions un peu. Avec notre What the fuck traditionnel triple cette semaine. Oui, ça c'est moins il y a d'informations importantes, on va dire, ou technologiques sérieuses, plus il y a des trucs un petit peu décalés. En tout cas, on se rattrape un peu comme ça avec des trucs un peu décalés. Et on commence avec Marc pour parler de la Foldimates Family, c'est ça ? Ouais. De quoi s'agit-il ? C'est un truc qui va réconcilier beaucoup de madames, beaucoup de femmes d'informaticiens et de geeks avec la technologie. C'est une machine. Alors, calmez-vous, elle n'arrive pas tout de suite, elle est prévue pour 2018. C'est une machine qui va vous débarrasser de la corvée pénible de plier et de ranger le linge. C'est WAF. C'est WAF. C'est WAF. C'est vraiment le truc, voilà, on aurait pu mettre W comme WAF au lieu de what the fuck, mais c'est un what the fuck sympa, parce qu'on aime bien ce genre de choses. Et donc, c'est une machine qui prend une certaine place, d'accord, c'est à peu près le volume d'un séchoir ou d'une machine à laver, à laquelle vous allez suspendre votre linge, et si vous avez la vidéo, si vous nous regardez, vous voyez l'intérieur de la machine, et vous voyez qu'effectivement, la machine va prendre soin de votre linge, le plier, le sécher à la vapeur, le parfumer, et vous faire un petit tas bien propre que vous n'aurez plus qu'à mettre dans votre armoire. Donc c'est quelque chose que moi je trouve tout à fait sympathique, même comparé au prix d'un bon séchoir, d'un bon lave-linge, c'est pas excessif, on est dans les $850, donc on pourra penser à 600, 700, 800 €. Je trouve le concept sympa et c'est bien le genre de truc qui pourrait débarquer chez moi, par exemple. On fera certainement un hors-série un jour. S'il débarque, je promets qu'on fera un hors-série. On viendra le filmer. Juste une petite nuance, parce que évidemment j'étais tombé sur cette info aussi, évidemment ça m'a intéressé aussi. Apparemment, ça ne repasse pas, contrairement à ce qu'on pense, ça défroisse. Oui, c'est ça. Ça défroisse. Voilà. Ouais. Ça utilise la vapeur pour défroisser. Oui. Pour que ce soit face à un tap bien plus, moins épais, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est le nombre de t-shirts ou de pulls que l'on peut plier est quand même limité, je pense. Entre 10 et 20, si j'ai bien lu, en fonction de la taille. Ouais. En une salve. Après, on peut en remettre, en réaccrocher. C'est pas mal, exact. Donc voilà, c'est sympa. Je trouve ça sympa. Je trouve le concept sympa. Ça et la machine à tartiner. Mais il faut pas confondre les deux. Il faudra voir la fiabilité de cet engin parce que ce sera des petites pièces. Je pense qu'il vaudra peut-être mieux attendre la deuxième version, mais la mise à jour. Voilà. Oui, parce que ça plie des pulls et des t-shirts et des sweatshirts, mais les chemises. Ouais. Et les jeans. Et les jeans non plus. Hein, donc, oui, il précise que ça ne pliera pas les chaussettes et les caleçons. C'est précisé également. Pour ceux qui plient leurs chaussettes.
D'ici à ce qu'on ait le truc qui soit entré en production et disponible, on aura peut-être Uber pliage de fringues aussi. Oui, c'est ça. C'est possible, effectivement. Allez, on passe au what the fuck suivant. Xavier, c'est PayPal qui apparemment n'aime plus les trolls. Voilà. Est-ce que vous connaissez le service Twitch ? Oui. Les plus jeunes connaissent certainement. Streaming vidéo de gameplay, en fait. Voilà, donc c'est un service en ligne qui permet un petit peu, comme on le fait sur YouTube, de partager des vidéos, si ce n'est que les vidéos sont en live avec du chat sur le côté, et c'est utilisé typiquement par les gamers qui vont montrer comment ils jouent en direct et qui vont réagir aux commentaires de leurs spectateurs en direct, et pour commenter leur jeu, pour répondre comment ils ont fait, etc. Et il y a une nouvelle mode qui a fait fureur avec ça, c'est qu'il y a pas mal de dons qui sont possibles. Il y a beaucoup de gamers qui gagnent, en fait, qui gagnent de l'argent en jouant parce qu'il y a des supporters, entre guillemets, qui leur font des dons. Tout simplement des dons en argent réel. Et comme on voit à l'écran, il y a parfois des réactions assez étonnantes quand on voit des dons assez importants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des trolls qui utilisaient PayPal pour faire un don, voir la réaction de la personne qui est tout à fait étonnée de voir un don avec des sommes astronomiques. On a déjà vu des dons à 1000, 10 000, parfois 100 000. Enfin, ça s'est passé même déjà plus de 6 chiffres de donations. Ici, dernièrement, ce troll, en fait, qui portait le nom de iNexus Ninja, a sélectionné quelques joueurs les plus connus et leur a fait des dons pour des montants qui ont atteint au total $50 000. Donc il y avait quand même des belles sommes en jeu. Ouais. Et ce qu'il faisait, c'est qu'avec PayPal, il utilisait son droit de rétractation après pour annuler le don. Donc en fait, il s'amusait bien, il passait pour une star et après ça, il récupérait son argent. Ceci dit, PayPal a changé ses conditions générales récemment et il s'est un petit peu fait prendre à son propre jeu, puisque dernièrement PayPal a tout simplement refusé qu'il récupère son argent, et donc il a été vu pour $50 000. Ah, ça c'est con. Ça c'est bête. Ça c'est dommage. Bien fait pour lui. En même temps, il y a un peu plus de 10 streamers qui sont très contents. C'est jouer avec l'argent des autres, c'est quand même un petit peu facile. Comme ça, il le sentira passer. C'est pas plus mal. Voilà. Une belle leçon. Allez, on termine ce 84e épisode avec Marc, qui a encore un petit peu d'énergie, je le sens, pour nous parler d'Android, mais un Android un petit peu particulier, un Android que l'on peut visionner sur iPhone. Ça, c'est quand même spécial. Ouais, ça, c'est le petit cadeau que Seb nous fait. Il pouvait pas être avec nous, il devait bosser, mais il nous a quand même déniché cette petite perle. C'est du what the fuck de geek, mais du vrai, ça, franchement, parce que le gars a quand même respect. Alors, c'est un monsieur qui a réussi, alors il s'appelle Nick Lee, c'est un développeur, il aime les défis parce qu'il avait déjà réussi à faire tourner Windows 95 sur une Apple Watch. Je sais pas s'il faut admirer le masochisme ou l'exploit technologique, mais bon, respect quand même. Et donc, il s'est mis en tête de créer un dispositif qui permet d'utiliser Android sur un iPhone. Et il y a réussi de manière assez inédite en fabriquant une coque. Et dans la coque, il a embarqué une machine complète qu'il a construite à partir d'une petite carte, style les petites cartes qu'on trouve pour Raspberry, etc., sur laquelle il a mis une distribution Android, qu'il a connecté avec tout un circuit qui permettait d'interfacer avec une prise Lightning, et donc, en intégrant tout cela, l'iPhone devient, grosso modo, un écran qui va permettre d'afficher et d'interagir avec Android. Donc voilà, le truc est totalement what the fuck, c'est totalement improbable, c'est une démo technologique vraiment sympa, et ça pourrait peut-être donner des idées à des personnes qui pourraient le passer à une version un peu plus professionnelle, un peu plus industrielle, parce que ça permettrait en fait enfin d'avoir les deux mondes en un seul téléphone. C'est assez incroyable ça. Hein. C'est sympa. Comme quoi quand on veut mettre un petit peu d'idées nouvelles, parce que c'est une idée nouvelle. Hein. On n'y avait pas pensé au départ. Ça peut faire avancer certaines choses. En tout cas, bon là c'est de l'ordre du concept. Hein. Totalement, mais c'est fonctionnel. Mais c'est fonctionnel et donc c'est assez bluffant. Ouais. Là je mets le mode troll
Roll-On. Ça ressemble un petit peu à l'option batterie, accessoire batterie qu'ils ont développé. Oui, c'est ça. Sauf qu'ici, à la place de la batterie, tu as une machine Android. Oui. Bon, là, c'est encore, effectivement, ce n'est pas, c'est de l'ordre du proto, donc c'est plutôt massif et pas vraiment transportable. Bon. Mais voilà, l'idée est là, elle est plutôt bienvenue. Ça, c'était donc pas vraiment un what the fuck, hein, mais merci à Sébastien de nous avoir trouvé cette info-là. Sébastien que l'on retrouvera la semaine prochaine dans le 85e épisode des Technos, puisque ce 84e est terminé. Merci Xavier. On va se retrouver un petit peu plus tard au 86e numéro pour clôturer la saison ensemble, avec Benoît également. Marc, quant à lui, on le retrouvera en bon pied bon oeil la semaine prochaine. Merci en tout cas de l'effort, parce qu'avec une migraine, faire un podcast, c'est pas facile. Donc merci encore. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à commenter ce numéro comme vous le faites pour les précédents. On essaiera de s'en faire l'écho de notre petite rubrique courrier des auditeurs en début de prochain épisode. Et puis ils peuvent nous faire des dons avec PayPal. Hein, ils peuvent faire des dons. Voilà. Donc... Puisque PayPal de toute façon ne se rétractera pas. Nous, ça nous arrange. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.